Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Ma Première Fois, le podcast dédié et consacré à nos dirigeants. Un podcast édité, publié et construit par RH Performance. RH Performance, une société qui intervient en recrutement, en formation, en coaching, en séminaire et en outplacement. C'était le moment publicité. César, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. César et moi, on se connaît depuis pas si longtemps que ça. On s'est rencontrés au sein de Réseau Entreprendre autour d'un codev un peu épique où, moi je dirais, il y a eu une belle rencontre. Deux bonhommes qui se sont rencontrés, qui se sont beaucoup amusés. Et puis moi je garde un très bon souvenir de toi et je m'étais dit dans les différents invités que j'ai envie de rencontrer et que j'avais envie de présenter à toute notre communauté, et ben, il y avait César Tout-le-Monde, le patron de Comptoir Volant que j'avais envie de rencontrer. Bienvenue César. Je suis ravi, merci beaucoup. Pour aller un petit peu plus loin, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ton parcours avant qu'on zoome un petit peu sur ton histoire d'entrepreneur ? Donc, je m'appelle César Tout-le-Monde, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié. Et donc, je suis entrepreneur depuis une grosse dizaine d'années. Peut-être même 12 ans, mais ça fait toujours peur de le dire. Un peu plus de 10. Voilà, ouais. On dirait une grosse dizaine d'années. Je suis né ici dans la région, à Roubaix. J'ai fait mes études à Paris et à la fin de mes études, ne sachant pas réellement pourquoi j'avais fait ces études, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par la restauration. Alors, j'ai envie de rebondir. Quand on a préparé ce podcast, parce qu'on le prépare, tu me disais qu'à la fin de tes études, tu étais un peu une sorte de carrefour, un peu paumé. Tu te questionnais en disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après ces quelques années d'études ? Si on fait un petit voyage en arrière, tu étais dans quel état intellectuel, émotionnel à la sortie des études ? J'étais un peu dans le flou, pour être honnête. J'avais fait un parcours plutôt des bonnes études. J'étais un pas trop mauvais élève. Je travaillais pas beaucoup, mais je m'en sortais pas trop mal. Mais j'avais pas de réelle vocation. J'ai quasiment à date aujourd'hui, j'ai toujours quasiment jamais été salarié, parce que les expériences que j'avais pu avoir, que ce soit en alternance pendant la fin de mes études, etc., avaient été plutôt bonnes, mais ne m'avaient pas transcendé intellectuellement et émotionnellement. J'avais pas vécu ces grandes aventures-là. Qui me pouvaient m'appeler à continuer à être salarié, et donc j'hésitais beaucoup, et donc quand j'ai hésité, pendant quelques mois j'ai eu besoin pour me nourrir de travailler, donc je me suis dirigé vers la restauration, qui est un environnement que j'aimais beaucoup, parce que depuis tout petit c'est un milieu que j'aime beaucoup. Il y a une phrase, une verbatim qui m'a touché chez toi. Tu disais que, enfin, tu as employé ce mot-là, c'est le choix du cœur, et je trouve que c'est pas forcément ce qu'on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat. On l'entend bien évidemment parce que les entrepreneurs et entrepreneuses se permettent de se libérer un peu, d'accepter d'être des hommes et des femmes et pas juste des dirigeants. Le choix du cœur, est-ce que tu peux ouvrir un peu ce sujet ? En quoi c'est important pour toi ce sujet-là ? Et tu disais le choix du cœur dans ta vie perso, bien évidemment, également dans tes choix professionnels, avant qu'on reparle du comptoir volant. En fait, ne sachant pas vraiment ce pourquoi j'étais fait, je me suis dirigé un peu naturellement vers l'entrepreneuriat, parce que c'était comme j'étais un peu acculé en fait, et donc ça a été un choix, c'était pas été un choix de raison, ça a été un choix d'émotion, en me disant le salariat, ou en tout cas ce que j'en avais vu, ça ne m'attirait pas, et donc je me suis un peu désespérément, mais avec générosité, lancé dans l'entrepreneuriat, et c'était un choix en fait très très rapidement dont je me suis rendu compte qu'il était un choix du cœur, parce que il était guidé par mes émotions. Et pourquoi le salariat, il te convenait pas à ce moment-là ? Ou même, tout simplement, il te convient pas ? Parce que je m'y sentais pas libre en fait. Et j'ai toujours été guidé par mes choix, et dans tout ce que je fais dans la vie aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des gens avec qui je me sens bien. Si je suis là aujourd'hui avec toi, Hervé, si j'ai accepté ce podcast, au-delà du plaisir de venir discuter avec toi, mais je l'ai fait parce que effectivement j'ai de l'affection pour toi, et donc c'est la seule et unique raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et donc ce que je fais globalement dans ma vie est guidé par alors je suis pas en affection avec 100% des gens avec qui je travaille, mais c'est des gens dont je respecte l'intégrité, les valeurs, la façon de penser et de se comporter. Voilà, je ne travaille pas avec des gens avec qui je pourrais pas partir en week-end. Il y a un mot que j'ai envie de reprendre dans ce que tu viens de dire, c'est le mot liberté.
Oui. La liberté et César, c'est quoi? C'est un mariage, c'est un indispensable, c'est... La liberté, elle a un prix. Ouais. Elle a un prix, elle coûte parfois cher, mais elle est indispensable pour moi. La liberté, c'est celle de pouvoir faire ses choix, en fait, qui sont parfois difficiles à faire, mais en tout cas de les faire, de les assumer et de les vivre pleinement. Et quand tu dis qu'elle a un prix, c'est quoi ce prix? Comment il se matérialise? Parce que elle a un prix de... Le fait d'assumer ses choix quand ils sont moins bons, ça peut coûter plus cher. Elle a un prix parce qu'elle impose de prendre certains risques et que les risques engendrent du stress, engendrent parfois des nuits courtes, engendrent parfois des erreurs. Ouais. Mais pour moi, c'est un guide, quoi, de savoir prendre ses risques pour être libre. Alors, je vais rebondir sur cette notion de risque. Tu m'as expliqué que tu t'étais lancé dans l'entrepreneuriat. Ouais. Alors, non pas par défaut, mais qu'à un moment ou à un autre, tu as envie de te créer un environnement propre à toi, Ouais. côté à la carte. Et puis, tu m'as expliqué que tu t'es lancé avec des doutes, beaucoup de doutes, avec une confiance en soi qui était Très fragile. qui était très fragile à l'époque. Je trouvais ça assez original pour quelqu'un qui se lance. Je ne veux pas dire que tous les dirigeants se lancent avec une confiance extraordinaire, mais toi, tu t'es lancé avec des doutes, une confiance en soi à construire, si j'employais un terme très politiquement correct. Tu peux revenir sur ce moment-là où tu t'es lancé dans le vide avec beaucoup de peur. Je savais pas quoi faire d'autre, en fait. Ouais. Donc, il y a un moment, il fallait quand même que je monte sur un cheval. Ouais. Et comme tous les chevaux qui m'étaient proposés me paraissaient ou trop grands, ou trop rapides, ou pas faits pour moi, j'étais très admiratif et voire parfois jaloux de certains de mes amis, ou en tout cas dans mon environnement, de tous ces gens qui savaient ce qu'ils voulaient faire et qui montaient sur ces chevaux et qui partaient tambour battant sans se poser aucune question. Moi, je n'étais que doute et que question. Et donc, en fait, j'ai entrepris par défaut. C'est avec humour que je dis ça aujourd'hui. Mais j'ai entrepris parce qu'il fallait bien monter sur un cheval, et donc j'ai pris le premier que j'ai trouvé, qui était celui de l'entrepreneuriat, en tout cas celui qui ne dépendait que de moi. Donc quand on devient salarié, il faut quand même l'accord de l'entreprise qui vous recrute, et quand on fait une carrière, je sais pas, dans le médical, il faut quand même l'accord de l'école qui va vous former pour faire de la médecine. Moi, j'ai fait un métier où j'avais besoin de l'accord de personne. Okay. À part de mon propre accord. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis souvent que je n'étais et qu'on n'était pas des entrepreneurs visionnaires à l'époque. On n'avait pas cette ambition de construire ce qu'on peut être aujourd'hui ou ce qu'on voudrait devenir demain. On est entrepris pour entreprendre. Okay. Donc tu dis voilà, le meilleur moyen pour monter sur le cheval, c'est de créer ta propre société. Oui. Pourquoi tu te lances dans la restauration? Moi, vu de l'extérieur, la restauration, c'est quand même pas le secteur le plus facile. Non. Il y a de vraies complexités, il faut savoir recruter, il faut monter des boutiques, etc. Et toi, tu t'es lancé non pas dans ton garage, mais dans ta camionnette. Il n'y a pas de métier facile. La restauration n'est pas un métier facile, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'environnements qui soient plus faciles que d'autres. Je me suis lancé dans la restauration parce que, même si de prime abord ça peut paraître comme un métier difficile, pour moi c'était un métier de rassurance. Et en fait, dans cet environnement où j'étais sûr de rien, où je montais sur le premier cheval venu, il fallait que je mette autour de moi, que je bâtisse un monde avec quelques éléments de rassurance. L'univers de la food est un univers qui me passionne depuis l'enfance, pour plein de raisons. L'univers quand j'étais petit, je disais souvent à mes parents que je voulais ouvrir des restaurants. Il se trouve qu'ils trouvaient pas forcément que c'était une très bonne idée à l'époque, mais donc quand il a fallu monter sur un cheval, c'est l'idée qui est arrivée tout de suite. C'était une évidence. Ouais. C'était une évidence. Il y a eu donc l'idée de cet environnement-là pour me rassurer, et puis de mettre autour de moi des gens, mon associé en premier lieu, pour continuer à me rassurer, à m'apporter un espèce de confort mental pour entreprendre. Donc ça a été ça le premier réflexe, de mettre ces espèces de bouées de sauvetage, l'environnement de la restauration, mon associé, plus d'autres éléments de rassurance qui sont venus se greffer. Une sorte de protection ensuite, que tu t'es créé, etc. Dans un environnement difficile, où il fallait, après des belles études, monter dans une baraque à frites pour aller sur des parkings d'entreprise, où financièrement c'était très fragile et où on se payait pas du tout. Dans le froid, dans des conditions... Voilà. Et est-ce que tu peux développer pour nos auditeurs, tu m'as raconté que vous avez démarré avec votre camionnette, à aller chercher des patates dans les Flandres, avec la voiture qui était pleine à craquer, etc. Tu te souviens de cette époque? Ouais, je l'ai adoré cette époque. Pourquoi tu l'as adoré? Parce qu'elle était hyper spontanée, parce qu'on était sur la corde, parce qu'on était...
parce qu'on avait peur, mais on y allait, et à chaque étape franchie, on était hyper fiers, qu'on a beaucoup appris. En fait, vraiment, notre école dans l'entrepreneuriat, c'était ça, en fait. C'était, en gros, avant d'apprendre à courir, on a dû apprendre à marcher, et ces années-là ont été, on était tout petits, hein, on faisait même pas 100 000 € chiffre d'affaires, on était à deux dans notre camion. En camionnette et à vendre des burgers. Et on a évangélisé le marché à notre marque, à nos noms aussi. On a essayé de prendre une petite place. Pourquoi on se sent bien souvent dans les interviews des entrepreneurs, quand ils reparlent des premiers mois, des premières années, il y a des étoiles dans les yeux. Non, mais c'est très paradoxal parce que je suis pas sûr qu'ils voudraient les revivre. C'est possible. Ouais. Et c'est peut-être mon cas d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est le côté pionnier. C'est tellement dur, physiquement, mentalement, c'est tellement dur. Ouais. En fait, je pense que si on chérit ces époques-là, c'est qu'on en est sorti aussi. Ouais. Et qu'on a réussi, quoi. Ça me fait penser à une thématique autour de la liberté du dirigeant. En fait, quand on questionne des dirigeants sur pourquoi ils ont créé, ils sont à peu près 80% à dire pour la liberté. Ouais. Puis ces mêmes dirigeants, quand on les questionne 5 ans ou 7 ans plus tard, ils sont 80% à dire qu'ils ont perdu leur liberté. Est-ce que ça éveille quelque chose chez toi, ça ? Je pense que ça s'entretient. Pour rester libre, il faut continuer à prendre des risques. C'est pas toujours facile. Parce que quand on a réussi... quand on a avancé en tout cas vers une possible réussite, forcément on installe un peu de confort autour de soi, on fait grandir sa famille, ce qui est notre cas avec Greg. On a démarré, on était sans femme, sans enfants, aujourd'hui on a construit des familles à côté. Et donc forcément, ça diminue la capacité à prendre des risques. Ce cocon qu'on met autour de nous. Et donc il faut savoir justement préserver cette capacité à avoir besoin de peu de choses, à être capable de toujours vivre entre guillemets d'amour et d'eau fraîche pour être en capacité à prendre des risques et à préserver cette liberté. Est-ce qu'un entrepreneur, pour toi, en tout cas parlons moins de toi, est-ce qu'un entrepreneur doit prendre des risques ? Est-ce que c'est indispensable pour faire perdurer une entreprise ? En fait, c'est l'ADN même pour moi de l'entrepreneur. Ouais. La flamme de l'entrepreneuriat ne brûle que par cette capacité à prendre des risques. Mais prendre des risques, c'est pas juste un vulgaire mot ça veut pas dire faire des trucs fous sans en mesurer jamais les conséquences. C'est pas ça, prendre des risques. Prendre des risques, c'est se remettre en question, rester vivant, écouter son marché, se poser des questions qu'on n'oserait pas se poser. Prendre des risques, c'est en fait aller vers ses peurs. C'est-à-dire, à tout âge, les peurs que tu évoques quand on a démarré, quand on avait 25 ans, ces peurs sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Mais être entrepreneur, et je le fais pas toujours très bien, et c'est vraiment une lutte intérieure permanente, c'est d'être capable de toujours réévaluer les nouveaux risques, les nouvelles peurs à affronter, et de les regarder en face et d'avancer. Alors, franchement, encore aujourd'hui, quand je te dis ça, je vois toutes les peurs et tous les risques que je n'affronte pas assez au quotidien, mais en tout cas, c'est ça le sujet. J'aime bien cette expression d'affronter ses peurs. Moi, ça fait penser à quelque part le courage entrepreneurial. Comment on fait pour, techniquement, regarder une peur en face ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que quand on entreprend, quand on vit, en fait, en général, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment... un peu la vie puissance 1000, ou en tout cas tout est exacerbé. Ça veut dire que de temps en temps, on a des sujets, des environnements, des notions qui passent là comme un train devant les yeux, et on sent bien qu'elles nous font quelque chose. Ça peut être une opportunité de business, ça peut être une naissance concurrentielle que vous découvrez et avec parfois des yeux un peu écarquillés. Ça peut être une problématique RH avec un collaborateur avec qui, à chaque fois que vous êtes dans sa présence, vous sentez quelque chose qui peut être compliqué. Ça peut être plein de choses, mais que quand ce train passe, on sent qu'il un frisson ou une émotion qui est pas forcément très positive, qui est pas forcément dramatique, qui est pas la peur panique du lion qui vous court dessus, mais on sent qu'il y a quelque chose de désagréable. Et l'idée, c'est que quand on sent ça, c'est de pas faire comme si c'était rien passé. Alors on n'est pas forcément en capacité de regarder ça tout de suite, de sauter dans le train et de l'affronter, mais juste de se dire, s'il repasse, alors faudra peut-être que je regarde ça d'un peu plus près. Donc c'est attention à l'évitement. Ah, surtout, oui, c'est ça, ouais. C'est... Et en réalité, de façon très honnête, en te disant ça, je vois tous les trains de plein de sujets qui peuvent passer parfois devant moi au quotidien et que je n'arrive pas encore à affronter. Ouais. Mais dans un coin de ma tête, je me dis, bon, ça,
toi et moi, un jour, on aura quelque chose à faire ensemble. On aura quelque chose à dire. Voilà. Je l'ai dit au tout début de ce podcast, il y a, je trouve, quelque chose qui te caractérise, c'est le choix du cœur. Et quand on est dirigeant, on est amené à prendre des décisions, parfois des décisions humaines, qui peuvent être difficiles. Comment on arrive à concilier le choix du cœur et des décisions parfois plus difficiles vis-à-vis de partenaires, de collaborateurs? Comment on vit avec ça? Avec Greg, on essaye, je te disais, on construit notre vie d'entrepreneur et on essaie de travailler avec des gens avec qui on pourrait, j'allais dire partir en week-end, mais à minima déjeuner. Rouler quelques heures ensemble. Voilà. Donc on essaie d'être à l'écoute de cet instinct-là et de mener notre trajectoire entrepreneuriale avec les valeurs qui sont importantes pour nous depuis le début. Et donc, quand on a le sentiment d'avoir, entre guillemets, tout bien fait, ou en tout cas d'avoir tout fait pour bien le faire, d'avoir mis le cadre qu'il fallait, tu parles de ressources humaines, de management, voilà, quand le cadre est posé, et que l'intention est bonne, qu'on est sûr d'être dans notre propre vérité. Donc c'est vrai avec le management, mais c'est vrai aussi pour les grandes décisions, quelles qu'elles soient. Quand on a l'association d'être à l'écoute de ça, ces choix, ils sont beaucoup moins difficiles à faire, quoi. Le choix du cœur, c'est pas le choix de la naïveté. Le choix du cœur, c'est pas le choix de l'incapacité à trancher, de l'écoute unique de ses émotions. Le choix du cœur, c'est d'être au quotidien en chevillé au corps avec ses propres valeurs, celles qu'on a partagées avec son associé. Voilà, c'est ça le choix du cœur. Ça veut pas dire d'être incapable de prendre la moindre décision parce qu'éventuellement elle fait mal. Donc c'est dire, on peut se séparer sans forcément se fâcher. Oui, bien sûr. On peut être triste, on peut pas comprendre, on peut être à colère, mais à un moment ou à un autre... Mais avec un fournisseur, avec un partenaire, avec un collaborateur, avec un investisseur, se dire les choses, c'est se respecter. Se dire les choses, c'est s'aimer, quelque part. Pas s'aimer comme un couple, mais c'est voilà. Aimer son prochain, c'est lui dire ce qu'on a sur le cœur, ou ce qu'on a dans la tête, ou ce qu'on a dans le ventre. Donc, en partant de ce postulat-là, c'est pas toujours facile. Et encore une fois, je donne aucune leçon. Il y a des jours où j'ai pas l'énergie, où j'ai pas l'envie ou la capacité à prendre certaines décisions. Et donc, je les prends le lendemain. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'être le plus authentique possible, le plus sincère possible dans sa façon d'aborder les sujets. Voilà. Et dernièrement, j'ai quitté un fournisseur historique pour des bonnes raisons. Et on a quasiment pris cette décision ensemble, en fait. On a fait le point sur plein de sujets, etc. C'était facile pour personne, mais c'était la meilleure décision. Ça ne veut pas dire qu'on ne retravaillera pas ensemble demain. Et la décision, elle est respectée parce qu'elle est intègre, en fait. Donc, voilà. Même sur un plan des ressources humaines, ça se vérifie également. Ouais. Tu as parlé plusieurs fois de Greg. Ouais. Donc Greg qui est ton associé. Mais avant d'être ton associé, c'est un ami. Oui. Moi qui interviens sur des thématiques d'association régulièrement, on met toujours un warning d'amener l'amical ou l'amoureux dans le monde de l'entreprise. Parce que le monde de l'entreprise, ça reste un milieu dans lequel il peut y avoir des objectifs, il peut y avoir des process, il peut y avoir des sujets un peu plus froids que dans le monde amical ou amoureux. Mais pour autant, tu l'as fait. Ouais. Et puis, ça fait 12 ans que vous êtes mariés économiquement. C'est quoi votre recette? Qu'est-ce qui fait que ça marche, et que ça a marché, et que ça va continuer de marcher le plus longtemps possible? C'est clair qu'il y avait des risques. Mais effectivement, ça marche depuis 12 ans. Je ne sais pas si on est un modèle à suivre. D'ailleurs, je ne crois pas. Chaque binôme ou trinôme a son propre modèle. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui nous a beaucoup aidé à avancer depuis 12 ans, quelles que soient les phases de vie de la boîte, c'est que nos phases de vie perso étaient motivées à peu près par les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes objectifs. C'est un prérequis, d'après toi? En tout cas, pour nous, ça nous a bien réussi. Oui, je pense que partager des valeurs avec les gens avec qui on s'associe, surtout quand on est opérationnel, c'est-à-dire que des associés qui seraient uniquement investisseurs ou dormants, on peut avoir un peu plus d'écart. Mais en tout cas, quand on partage 100% d'un quotidien avec un partenaire, oui, avoir les mêmes aspirations, les mêmes
la même vision de ce que peut être une famille, la même vision de ce que peut être son rapport aux autres, au sport, aux vacances, aux valeurs. Voilà, oui, effectivement, je pense que c'est ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que voilà, on n'était pas sur des planètes différentes au moment de faire nos choix. Et ce que tu dis quelque part, en tout cas, l'une de vos recettes, c'est se dire, on a grandi ensemble, professionnellement et personnellement. C'est l'une des clés. C'est sûr. Il y a un autre mot que tu avais employé tout à l'heure, je vais te le donner, comme ça on va gagner du temps. Quand tu parlais de Greg et toi, il y a même 2 mots qui m'ont marqué. Tu as parlé de respect et de confiance. Ouais. Tu peux développer ces 2 éléments-là ? Oui, c'est parce que, effectivement, ça paraît évident de se dire qu'il faut avoir de la confiance, mettre de la confiance au sein d'un binôme d'associés. Chez nous, elle est immense. Elle a fait que grandir. Elle est presque. Et elle existait déjà avant de créer. Oui. Ouais. Et oui, avoir un très grand niveau de confiance, ça permet d'avancer sereinement. Autant il faut affronter ses peurs pour plein de raisons, autant avoir peur de son propre associé ou s'en méfier au quotidien, c'est pratiquement. L'association est morte-née en fait. Donc oui, un très grand niveau de confiance, évidemment. Mais cette confiance, elle s'entretient. Il faut en prendre soin. C'est un peu un trésor, quoi. C'est un mot que j'ai beaucoup aimé chez toi, quand tu as dit « on prend soin ». Ouais. Et dans des phases de 12 ans, il y a des phases où on prend soin différemment, les envies sont pas les mêmes, les besoins changent, la boîte évolue aussi, le contexte. Et donc, voilà, il faut effectivement beaucoup entretenir ça. Il y a plein de façons de le faire. On peut le faire tout seul, on peut le faire avec des gens comme toi. Voilà, il y a plein de façons de le faire. Et est-ce que tu aurais pu créer sans Greg ? Non, jamais. Jamais ? Jamais. Tu réponds avec une certitude absolue ? Impossible. Ouais. On s'est porté mutuellement. Je pense que je sais pas ce qu'il répondrait. Je vais pas répondre à sa place. J'ai ma petite idée quand même. Enfin, j'espère. Mais oui, on s'est porté. On n'a pas les mêmes forces et on n'a pas les mêmes faiblesses non plus. Et donc, au début, j'aurais pas pu. Au milieu, j'aurais pas pu. Et aujourd'hui, je pourrais toujours pas. Pour des raisons différentes. Parce qu'on s'est complété avec le temps, à 2 et puis tout seul. Mais non, j'aurais jamais pu, j'aurais jamais osé en fait. Ouais. Tu vois, le saut dans le vide dont je t'ai parlé au début, j'aurais jamais osé sauter s'il m'avait pas dit bon bah ok j'y vais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais un truc d'enfant en disant si tu le fais, je le fais. Sur des trucs parfois un peu stupides, mais et en fait le cerveau est fait. Tout seul, on n'oserait pas, alors que ça fera pas moins mal de le faire à 2. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Il y a un truc. Soutenu. Ouais, mais c'est quand même, assez intéressant quand même psychologiquement de se poser la question de savoir pourquoi on saute à 2 alors que la douleur potentiellement serait exactement la même. Tu sais, c'est comme on a tous fait dans un bar. Je bois pas ce. Oh non, jamais. Pas moi. Ce shot d'alcool pimenté ou j'en sais rien, qui on sait va être épouvantable à boire. Puis si t'as ton meilleur pote ou une copine qui te dit bah, allez, si tu le fais, je le fais, pouf, il part tout de suite. Ouais. Comment on fait pour protéger l'amitié et l'entrepreneur ? Puisque dans l'amitié, on ne se dit pas forcément les mêmes choses. Comment on fait pour garder cette amitié en dehors du travail, pendant le travail ? Parce qu'il y a un vrai mélange des genres. C'est que c'est un ami, un très bon ami. Je suis parrain de sa fille. Il est parrain de sa fille en plus, donc voilà, on a un vrai mélange des genres. Ouais. Comment on réussit à garder cet équilibre entre le monde du travail et le monde perso avec un ami ? Alors, il n'y a pas de recette miracle, et surtout, avec l'évolution, enfin, avec le temps qui passe, les besoins changent. Mais enfin, tu vois, je vais pas. On n'a rien inventé. C'est du dialogue, beaucoup, de l'écoute. Est-ce que c'est facile de dire les choses ? Non, pas toujours. Pas toujours. Et il y a des phases dans notre association où ça a été beaucoup plus évident, des phases où ça a été moins évident, sans que ce soit problématique, parce que, allez, avec le temps, on a compris que le facteur temps aussi pouvait jouer un rôle parfois positif, d'amener un peu de douceur sur des sujets plus abrupts. Autant j'ai dit qu'il fallait affronter toutes ces peurs, mais j'ai pas dit qu'il fallait toujours les affronter à la seconde où elles naissaient. Il y a parfois un peu de temps à mettre pour laisser de la distance, prendre un peu de recul. Mais donc dans toutes les phases de notre association, on a toujours mis notre binôme, notre duo au cœur de tout. Et donc oui, c'est sûr que
prendre soin de ça, c'est capital. Tu vois, par exemple, ces dernières années, on s'est beaucoup remis au sport avec Greg. Donc on a remis le sport au cœur de notre vie, d'abord parce que c'est hyper important à tout point de vue sur un plan santé, ça nous fait beaucoup de bien, et voilà, c'est notre nouveau hobby à côté du boulot, de faire pas mal de sport ensemble. Ça nous a fait beaucoup de bien. Pourtant on passe pas les heures de sport à parler de la boîte. J'ai une petite question pour la gratter. Tu me parles du sport, la santé, peut-être à tort, je me dis tiens, des burgers frites, bon, j'imagine que c'est de la bonne viande, du bon pain, etc. Mais c'est peut-être un peu en opposition, c'est peut-être pas forcément très bon pour la santé. Est-ce que tu es OK avec ça ? T'imagines très bien, parce que tu me dis, j'imagine que c'est plutôt bien fait. Et t'imagines très bien, parce qu'effectivement, on travaille que des super produits, du pain frais du matin tous les jours, de la viande qui vient des Hauts-de-France, haché minute, enfin bref, notre fromage super affiné, enfin, on est très fiers de ce qu'on fait et de ce qu'on vend. Mais tu poses une question absolument... qui est plus large, qui est à côté qui est surtout extrêmement pertinente. Tu viens de mettre le doigt sur une de mes peurs majeures du moment. C'est-à-dire, c'était une peur évidemment que j'avais pas du tout au démarrage et qui est née ces dernières années, puisque j'ai 40 ans, je suis en train de sortir de ma propre cible, puisque nos clients ont moyenne d'âge entre 15 et 45. Il n'y a pas zéro client qui ont 55 ans. Mon père qui en a 69 ou 70. Il aime bien les burgers de Coton. Il en mange plusieurs fois par semaine. Il fait beaucoup de sport. Et donc ça, c'est une vraie peur. C'est comment moi, dirigeant de 40 ans, ayant des salariés qui sont plus proches de la vingtaine que de la quarantaine, des clients qui me ressemblent de moins en moins, et moi-même, j'adore ce que je fais. Hier, j'ai mangé un nouveau burger qu'on va sortir au bacon, qui s'appelle le Smash Bacon, avec une confiture de bacon. Franchement, j'en ai mangé 2 tellement... J'en salive. Ah non, mais c'était incroyable. Et donc, j'ai un plaisir fou, en plus, parce que vraiment, c'est chouette. Mais c'est vrai que j'en mange beaucoup moins qu'avant. Avec Greg, quand on travaillait 100 heures par semaine debout dans notre camion, on mangeait des burgers tous les jours. On prenait pas 1 kilo, et surtout, on adorait ça. Aujourd'hui, pour bien vieillir, c'est pas forcément la meilleure idée du monde que d'en manger tous les jours. En tout cas, le burger et le sport, c'est un chouette mariage. Oui, c'est un chouette mariage, mais voilà, donc tu vois, t'évoques quand même un vrai sujet. Voilà. Comment, moi, dirigeant, rester patron d'une boîte que j'aime d'amour, mais qui me ressemblera probablement de moins en moins, avec des gens qui travaillent, qui auront de moins en moins mon âge, et dans un environnement de business où le client type, il aura aussi... Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est une peur à affronter. C'est-à-dire comment se remettre suffisamment en question pour rester à l'écoute dans son marché, comment trouver les bonnes personnes pour pouvoir me faire passer les bons messages, pour faire comprendre comment évoluer le marché, comment me poser les bonnes questions pour l'entrepreneuriat à plus long terme. Quand je t'entends, je me dis, tiens, quelque part, le message que tu fais passer, qui est de se dire, un dirigeant qui n'aurait pas de peur, qui n'aurait pas de préoccupation, est-ce que c'est pas un dirigeant qui est en grand danger ? Le dirigeant plein de certitudes, à mon humble avis, c'est un dirigeant en danger. Moi, un dirigeant sachant, uniquement sachant, oui, effectivement, en tout cas, moi, j'investirais pas dans cette boîte. Est-ce qu'il n'y aurait pas un slogan, le doute, c'est la vie ? Ouais, bien sûr. Mais pas le doute négatif, pas le doute qui... Tu sais, l'image j'ai des enfants, et donc je leur lis des livres sur les émotions en ce moment. Et voilà, il y a mon fils Raoul qui a un livre sur les émotions, et l'image de la peur, c'est un petit garçon qui est recroquevillé, tu vois, dans son lit comme ça et tout. Et c'est pas ça dont je parle. C'est un doute qui attire. Tu sais, comme je disais, au bord de la falaise, on a peur. L'été, tu as déjà sauté peut-être d'une petite falaise, etc. Et ben, ce moment de je sais que ce que je vais y trouver va être chouette, je vais avoir des super sensations fortes, etc. Mais bon, c'est ça, c'est ce doute-là en fait, ce doute de est-ce que je vais être capable, c'est accepter l'incertitude. Voilà, le doute, le risque, tout ça, la peur, c'est des environnements à caresser, à regarder, à affronter, mais c'est pas le doute qui fait ployer, c'est pas le doute sinistre. C'est un doute vertueux, un doute de curiosité en fait. Voilà. Ouais. Et j'aime bien se parler avec le doute parce que aujourd'hui on constate que nous entrepreneurs, on navigue dans des environnements qui ont 2 caractéristiques, c'est de l'incertitude et de la complexité. Ouais. Et savoir accueillir ses doutes et ses peurs, c'est d'accepter qu'on est dans ce type de contexte.
Ouais, et de les regarder en face tout le temps. Et voilà. C'est sûr que c'est une grosse travail d'acceptation. Je vais te dire quelque chose de... Quand on a créé, on était microscopique, à la fois perso et entrepreneurialement. Puis après, on a grandi. Et je pense qu'il y a eu un moment, ça n'a pas duré très longtemps, mais on s'est dit qu'on avait coché certaines cases et que peut-être on n'était plus trop obligé tu vois, on n'était plus obligé de souffrir, quoi. En fait, c'est pas un très bon sentiment. Faut pas que ça dure très longtemps. Le confort, oui, mais à une certaine limite. Effectivement, je suis content d'avoir une voiture un peu plus confortable aujourd'hui qu'à l'époque, mais l'idée, c'est toujours rester un peu en incertitude parce que sinon on s'endort, en fait. Et donc, vraiment, cette phase où on pourrait penser que l'entrepreneur est arrivé à un niveau où il n'est plus obligé de se mettre en stress ou de se mettre en questionnement, etc., c'est un peu une zone de danger, paradoxalement. Le comptoir volant, aujourd'hui en 2025, si tu veux me faire une photographie, vous avez démarré dans votre camionnette, à deux, à faire les parkings des entreprises, avec les patates dans le coffre, etc. 12 ans plus tard, vous en êtes où ? Écoute, on en est où ? On est ce qu'on voudrait être, ou enfin, on est heureux dans notre projet d'être le petit prince local du burger bien fait. Quand on a démarré, on appelait ça le burger gourmet, mais j'aime plus du tout ce mot, donc maintenant j'appelle ça le burger bien fait. Un burger dédié aux gens qui cherchent à se faire du bien. Voilà, avec une vision de continuer à grandir sur la métropole et autour, même en région. On est une boîte d'une petite 50aine de salariés. On sert un peu moins de 400 000 burgers par an. On est une boîte plutôt bien identifiée dans la région, avec j'ai l'impression un joli atome du cœur pour les gens qui nous consomment. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est plutôt apprécié. En tout cas, que les gens qui nous regardent, ils nous regardent avec bienveillance. En tout cas, c'est ce qu'on reçoit. Voilà, on est cette boîte-là, avec devant nous des opportunités, des projets, avec derrière nous une histoire, avec des dirigeants qui ont plein d'envie, mais qui ont des peurs, et qu'on a envie d'affronter pour pouvoir continuer à grandir. En 30 secondes, c'est quoi les enjeux du comptoir volant ? Pour les années qui viennent, de continuer à grandir en gardant notre ADN, très tourné autour de nos clients, de nos produits et surtout de nos collaborateurs, parce qu'on est une boîte très particulière, en tout cas dans la restauration en termes de management. Et de continuer à savoir faire perdurer ça en passant de 50 à 100. C'est ça le gros enjeu. Et moi, en tant que dirigeant, c'est de continuer à rester le bon dirigeant pour cette entreprise. L'une de nos dernières questions, je sais cette question, elle va peut-être susciter chez toi, dire qu'est-ce que je peux répondre. De quoi tu es le plus fier en tant que dirigeant ? Compliqué. Je sais, c'est pour ça que je la pose. Très compliqué. Si tu devais choisir 2-3 réponses clés et accepter qu'il y aura peut-être un peu de frustration, il y a peut-être des éléments que tu n'auras pas listés. Qu'est-ce qui te vient tout de suite ? Je suis fier d'avoir peut-être trouvé un peu ma place. Je suis fier d'avoir... fier, en tout cas, je ne sais pas si le mot fier il est bon. Je suis heureux d'avoir fait faire du chemin à ce petit bonhomme que je pouvais être enfant ou adolescent qui se posait beaucoup de questions, ne trouvait pas trop les réponses à ces questions, et d'aujourd'hui, j'ai pas évidemment toutes les réponses, mais voilà, je suis fier d'avoir emmené ce petit bonhomme qui était pas forcément, à qui on disait pas toujours qu'il serait promis à un avenir très sûr, de lui avoir amené une vie, enfin d'avoir une vie aujourd'hui plutôt heureuse. Voilà. Je suis fier, avec Greg, on est super fiers d'avoir construit une jolie petite boîte et 2 jolies familles. C'est être entrepreneur et parent dans la restauration avec beaucoup de collaborateurs. En tout cas, c'est pour nous quelque chose qui nous rend heureux. En tout cas, bravo pour ce beau parcours. Dernière question, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée ? Non. Moi, j'en ai une. Ok. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Si je pouvais me piloter à l'oreille en live, je me donnerais 2-3 petits conseils sur... Allez, si
peut-être des opportunités ou des projets que j'aurais regardés un peu différemment. Certains que j'ai fait pas forcément pour des bonnes raisons, où j'ai peut-être pas assez écouté mon instinct. Je le regrette pas parce que ça m'a construit, mais je l'aurais fait, j'aurais mieux posé mes conditions. Et des projets peut-être que j'ai pas fait en écoutant un peu trop mes peurs, où j'ai refusé parfois le risque, peut-être pour me protéger, alors qu'en vrai, je pense que j'aurais pu y aller. Mais en fait, j'ai pas de regrets. Je suis heureux avec ce parcours-là. Et finalement, je voudrais pas réellement que ça change, mais en tout cas, si ces opportunités se représentent, ce qui est sûr, c'est que je les regarderai différemment aujourd'hui. Et que si cette opportunité qui a été plus compliquée se représentait aujourd'hui, c'est sûr que je poserais clairement mes conditions différemment. Donc, j'ai pas de regrets parce que j'ai appris. Mais voilà, t'as compris. Ouais. César, merci beaucoup. Merci Hervé. Passez un très bon moment. Partagez. Et à bientôt. Merci. À bientôt.